Salut à tous, salut à toutes, bienvenue dans N1, le podcast WNBA des équipes de The Free Agent. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode autour de la Grande Ligue de basket féminine nord-américaine. 5e épisode déjà, toujours très heureux de vous retrouver et très heureux d'être accompagné de Tom. Salut Tom. Salut Chris, bonjour à tous. Encore une belle semaine WNBA, des belles choses sur le parquet, de l'attention. Bref, on a plein de choses à décortiquer avec vous. Et puis aujourd'hui, mon Chris, on a une nouvelle figure qui nous accompagne. Ouais, c'est ça. On rajoute un petit pion dans notre équipe. On est très heureux de l'accueillir dans les podcasts parce qu'il fait déjà partie de l'équipe The Free Agent. On va en parler. On accueille avec plaisir Elliot. Salut Elliot et bienvenue. Merci, hello tout le monde et ravi de vous rejoindre dans ce podcast pour parler un peu de WNBA et déjà de la 3e semaine de compétition. Eh oui, ça avance déjà très vite. Alors, Elliot, vous le retrouvez comme Tom et comme moi de temps en temps sur les articles aussi de l'application et du site internet The Free Agent où vous pouvez donc retrouver l'actualité sous différents angles autour de la WNBA. Et c'est vrai que tous les trois, on essaye régulièrement de vous proposer du contenu écrit. Et donc, maintenant, tous les trois, ce contenu sous forme de podcast pour vous accompagner évidemment autour de cette saison de WNBA. Avant de démarrer, donc on rappelle, vous avez les podcasts évidemment pour nous suivre sur les différentes plateformes d'écoute, l'application The Free Agent, c'est gratuit sur Android et Apple Store. Allez-y, n'hésitez pas à la télécharger. Il n'y a pas trop de notifications, c'est promis. Donc comme ça, en plus l'application est vraiment fluide pour le coup. Le site internet de The Free Agent et les réseaux sociaux, vous avez Twitter, Instagram, Facebook et tous les réseaux sociaux possibles et imaginables, TikTok aussi pour pouvoir suivre l'actualité des sports américains. Allez les gars, on va y aller si vous voulez. C'est parti. Autour de cette nouvelle semaine, le programme est assez chargé, donc on ne va pas perdre de temps. On va dérouler notre petit fil habituel et on va commencer avec les joueuses de la semaine. On fera un petit focus juste après, vous inquiétez pas, sur le palmarès du mois qui est tombé. Mais il fallait bien démarrer par les joueuses de la semaine et on va évidemment laisser parler le cœur. On va laisser parler le New-Yorkais de cœur. Oui, de cœur, parce que tu n'es pas New-Yorkais, Tom. Pas du tout. Non, voilà. Mais le New-Yorkais de cœur, les deux joueuses de la semaine, on te laisse un petit peu nous les énoncer et nous en parler si tu veux bien. Allez, on va pas faire durer le suspense plus longtemps. Je pense que vous avez pris l'habitude d'entendre mon amour et mes éloges pour Sabrina Ionescu, qui est élue joueuse de la semaine à l'Est avec le Liberty. Une grosse semaine pour Sabrina, avec 20,7 points de moyenne par match, 4,3 rebonds et 6 passes, qui nous a aussi gratifié hier lors de la victoire contre Chicago d'une belle ligne de stats avec 24 points et 7 rebonds. Donc non, on sent le Liberty commencer à monter en pression petit à petit. On est sur un beau bilan de 8 victoires pour 2 défaites. Donc après un début de saison un petit peu en dedans, là on sent les New-Yorkais prendre la mesure de leurs adversaires. Et Sabrina en tête d'affiche avec un joli playmaking et beaucoup plus de ballons en main. Donc une belle semaine pour Sabrina. Et puis à l'ouest, AJ Wilson du côté de Vegas des Aces. Un début de saison un peu plus en dedans pour les Aces, mais AJ nous sort une grosse semaine avec 28,5 points par match, 12 rebonds et 3 passes. Donc des énormes stats pour la joueuse du Aces qui, comme on vient de le dire, ne galère pas en début de saison, mais met un petit peu de temps à se mettre en rythme. Alors l'équipe peut-être pas elle individuellement, parce que le rythme qu'elle met depuis le début de saison est quand même très costaud. Est-ce que Elliot, avant de parler des joueuses du mois, tu as un petit mot à dire sur ces deux joueuses de ton côté ? Ouais, AJ Wilson qui domine la ligue depuis maintenant 4 ans avec autant de force et de puissance, notamment à l'intérieur, une puissance physique assez impressionnante. Et puis là, les statistiques sur ce début de saison, même si au-delà des rebonds et des assists, on a 2,8 contre et 1,3 steal, le tout à 48% au tir. Rien à dire, elle a enregistré son 5e double-double à 20 points et 10 rebonds, ce qui est la plus grande série de l'histoire. Franchement, elle est impressionnante. Les Aces n'ont joué que 6 matchs, c'est pour ça qu'elles sont en 4-2, avec un bilan un peu moins bon que les autres équipes qui ont joué plus de matchs, mais ça va se faire tranquillement. On est d'accord. On va du coup, vu qu'on parlait un petit peu d'A.J. Wilson, on va pouvoir continuer. Je te laisse la main autour du palmarès du mois, la WNBA qui a, à l'image de la NBA, qui propose tous les mois donc la joueuse à l'Est, la joueuse du mois à l'Ouest,
la coach du mois, là c'est une coach pour le coup, et la rookie du mois. On va commencer avec les joueuses du mois. On peut relancer Jay Wilson du coup pour la conférence Ouest avec les Aces qui continue à performer et à martyriser le reste de la ligue avec ses performances dans tous les domaines statistiques possibles. Ouais, c'est ça, 26,5 points, 12,5 rebonds et 2,8 contre sur le mois, ce qui est assez exceptionnel. Et puis du coup, à l'Est, c'est Alyssa Thomas du Connecticut Sun, sans grande surprise. Connecticut, 9 victoires, aucune défaite. Alyssa Thomas qui est en all-around player, 14,6 points, 9 rebonds, 8,7 passes. Je la trouve assez impressionnante. Et puis c'est les deux joueuses que j'ai mis au top de mon WNVP ranking que vous pourrez trouver sur le site et qui vraiment sont les deux joueuses phares du début de saison. Qu'est-ce que tu penses de Thomas, Tom? Moi, je suis assez impressionné. On en parlera un petit peu plus tard d'Alyssa Thomas. Je ne vais pas vous spoiler la suite de l'émission. Mais je suis bluffé globalement par le Sun. Alors, le calendrier du début de saison est assez abordable. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu non plus des grosses affiches. Elles ont un calendrier relativement aisé. Mais elles ont quand même fait le boulot sur les gros matchs, notamment contre le Lynx de Minnesota. Et puis, oui, Alyssa Thomas, tu as très bien défini le terme de all-around. C'est vraiment une joueuse qu'on retrouve partout, qui est pratiquement en triple-double de moyenne. On sent l'expérience, on sent la maturité de cette équipe. Et puis pour en embrayer directement sur la coach du mois, ce qui est tout à fait mérité, donc c'est Stephanie White, coach du Connecticut Sun. Un bilan de 9-0, 9 victoires sur les 9 premiers matchs. Alors, à tempérer, pour avoir pas mal discuté avec des habitués et des fans du Sun, c'est pas forcément là qu'on les attend. On sait que le Connecticut a tendance à laisser comment dire, à très bien débuter ses saisons et à avoir des petits coups de moins bien quand ça compte vraiment. Donc on verra par la suite ce que ça donne. Mais oui, il faut leur rendre hommage sur ce début de saison. On est d'accord. Donc le Connecticut, là, avec la joueuse avec Alyssa Thomas et la coach du mois, mais avec une équipe qui est invaincue, ça aurait été assez étonnant en tout cas de ne pas les voir dans le palmarès de ce premier mois de saison régulière. Elliot, le dernier palmarès de ce premier mois, c'est la rookie de l'année. Bon, est-ce qu'il y a une vraie surprise en nommant Caitlin Clark comme rookie de ce premier mois de saison régulière? Non, franchement, même, au-delà des critiques qu'elle subit, Caitlin Clark, c'est quand même très fort. C'est 17 points, 5 rebonds et 6 passes de moyenne. C'est une des 3 seules joueuses à avoir ces moyennes dans la ligue actuellement. Et puis, franchement, à part des nuits compliquées, je trouve qu'elle apporte du playmaking. Elle arrive à bien trouver. Elle avait du mal à trouver Boston sur le début de saison, mais là, je trouve que ça s'améliore. Et puis, elle a non plus pas été épargnée par les défenses, on pourra peut-être en parler. Mais à chaque fois, elles envoient la meilleure défenseuse adverse sur elle et elles s'en tirent de façon honorable, je trouve. Nickel. Toi, pareil, Tom, du coup, sur Caitlin Clark, des éléments que tu souhaites mettre en avant, peut-être? Ouais, complètement. Moi, je te rejoins, Elliot, sur le fait que il ne faut pas prendre pour acquis tout de suite le fait qu'une rookie puisse tourner à 17-5-6 sur ses premiers matchs, sachant que, comme tu l'as très bien dit, Indiana a eu un début de saison, un calendrier vraiment compliqué. Elle est ciblée, elle est ciblée. De toute façon, Caitlin Clark, que ce soit par les défenses ou par les défenses adverses qui n'hésitent pas à lui rentrer dedans, à trash-talker. Moi, j'aimerais aussi mettre un petit peu en avant le fait que le coaching staff du Fever ne l'aide pas forcément. C'est une rookie qui joue énormément sur un début de saison. On rappelle qu'elle n'a pas eu de temps de pause parce qu'elle a enchaîné directement après l'université, le camp d'entraînement et le début de saison. Donc, elle n'a pas eu de quoi souffler. À voir si elle fait les JO en plus. Bon, bref, ça, on n'y est pas encore, mais il va falloir aussi qu'elle puisse trouver un peu de temps pour elle pour respirer et c'est ça, reposer un petit peu les pieds sur terre. Parce que avec autant de hype et autant de tension médiatique et de tension sur le terrain, c'est pas évident. Après, on a entendu un petit peu de tout et n'importe quoi dans les médias. Je pense pas que les joueuses adverses soient jalouses de Caitlin Clark ou fassent ça volontairement en la visant elle en tant que personne. C'est juste que les joueuses ont aussi besoin de montrer que la ligue est forte, qu'une fille qui a joué en université, qui a brillé en université, ne va pas rouler sur la WNBA à son arrivée.
c'est une ligue ultra compétitive, on l'a déjà dit, avec de grandes joueuses, donc il va falloir que Caitlin fasse aussi son trou. Oui, oui, exactement. Et c'est vrai que la ligue n'est pas apparue avec l'arrivée de Clark aussi, comme on a pu entendre. Bon, là, ça, c'est des propos qui sont évidemment exagérés et qui sont hors de propos pour le coup. Mais on a entendu un peu tout et n'importe quoi. C'est ce que tu disais, Tom, il y a quelques instants. Juste 2-3 chiffres pour terminer autour de Clark et on pourra enchaîner, les gars. Tu parlais tout à l'heure du calendrier. Compliqué et lourd pour cette équipe du Fever. 11 matchs en 20 jours pour cette équipe d'Indiana. C'est la deuxième équipe depuis 2007 à enchaîner autant de matchs. Voilà, c'est élément à prendre en compte. Et juste autour de Clark, elle est devenue la troisième joueuse dans l'histoire de la Ligue avec 100 points ou plus, 30 rebonds ou plus et 30 passes décisives ou plus lors de ses 6 premiers matchs en carrière. Les deux autres joueuses qui avaient réussi tel exploit, c'était Candice Parker et Sabrina Ionescu, tiens. Elle est tout le temps là. Par hasard. C'est incroyable. Mais voilà, après les chiffres, vous en faites ce que vous voulez. Les statistiques, on sait qu'aux États-Unis, on adore ça, on en sort à tort et à travers. Vous prenez ça comme élément ou non, mais voilà, c'est factuel. Et voilà les chiffres pour Caitlin Clark pour ce premier mois en WNBA pour le phénomène du Fever. Voilà pour les récompenses de ce premier mois, messieurs. On va enchaîner avec le classement. Un petit point sur le classement, évidemment. On peut commencer avec toi, Elliot, si tu veux. Sur le haut du classement, quelle équipe t'impressionne ou quel bilan te marque plus que les autres? On en a déjà parlé, mais Connecticut 9-0, début de saison incroyable, début de saison canon. Je vois pas ce qui peut les arrêter en ce moment. Peut-être le Liberty au prochain match, on verra. Justement, le Liberty qui est deuxième avec 8 victoires et 2 défaites, qui se sont rattrapés après la semaine dernière avec 2 défaites et puis un jeu un peu moins alléchant. Mais là, ça a retrouvé un peu du mieux. Minnesota, moi j'aime beaucoup Minnesota. Tom, il aime bien Collier. Moi, j'aime bien Kelly McBride. On va y revenir. Minnesota, je trouve que ça joue bien. Ça joue dur. C'est la meilleure défense de la ligue. Et puis, moi, je trouve que c'est des candidates assez sérieuses pour le titre. Ok, bon, c'est bien de se mouiller comme ça. Premier épisode, il arrive et bam, il pose tout de suite le prono. On te le ressortira évidemment dans Bien sûr. Tom, de ton côté, sur le haut du classement ou sur si tu veux dérouler un petit peu, qu'est-ce qui te marque toi de ton côté? Non, sur le haut du classement, Elliot en a très bien parlé. Le Sun, pour le moment, est sur un gros bilan de 9-0 et la série de victoires va s'arrêter, bien évidemment, contre le Liberty sur le prochain match. Mais c'est encore un échantillon assez faible pour envisager quoi que ce soit par la suite. Moi, je vais parler un petit peu du bas du classement avec nos amis du Washington Mystic qui, après 9 matchs, n'ont toujours pas connu la victoire. Le projet tanking est en place. Là, on a sorti toute l'artillerie. Ça se passe très, très bien. Et puis, on va pas repartir sur le Fever. Mais oui, le Fever a un début de saison compliqué. Beaucoup de matchs à jouer. Début aussi compliqué pour les Sparks de Cameron Brink. On sent des restructurations d'équipe tourner autour de rookies. C'est jamais facile de gagner des matchs avec des nouvelles joueuses. Il y a tout à créer. Donc voilà, globalement, les trois équipes qui sont bien positionnées dans le bas de tableau et qu'il va falloir aller détrôner. Ouais, c'est vrai qu'elles sont bien parties là. Los Angeles, Indiana, Washington. Bon, après, on est encore. Alors, c'est vrai que j'allais dire on est qu'en début de saison, oui, mais c'est vrai que la saison WNBA, les gars, est quand même très raccourcie parce que là, il y a quoi? Il y a entre 9 et 10 matchs de jouer. Certaines équipes ont déjà joué 25% de leur saison en fait. Absolument. À Indiana, déjà 11 matchs, c'est beaucoup. C'est ça. Donc même plus de 25%. Donc c'est vrai qu'en fait, tu n'as pas le temps nécessairement de te dire bon. J'ai un démarrage un peu poussif, mais je vais me reprendre sur le deuxième tiers ou deuxième partie de saison, parce que non, la deuxième partie de saison, c'est déjà là, en fait. Ouais, et puis après, on va voir juste comment les équipes reviendront des JO, puisqu'on a la pause cet été, et à voir s'il y a des ajustements ou puis si des joueuses ne participent pas à la compétition pourront arriver plus fraîches pour la deuxième partie de saison. Non, ouais, complètement. Donc, tous les matchs sont importants. Chaque victoire est à compte, évidemment. Ça, on vous apprend rien. Mais c'est vrai que dans une ligue resserrée comme ça
et avec un calendrier qui est également extrêmement resserré, on ne peut pas se permettre de rater le train, en tout cas si on a des objectifs. Des objectifs ambitieux. Si on a des objectifs pour l'année prochaine, bon, on peut envisager des choses comme Washington, par exemple. Ça, c'est la petite cartouche gratuite. Alors, les gars, on va enchaîner si vous voulez bien. Vous aviez envie de faire un petit top 3, petit coup de cœur, là, pour l'instant, sur ces premières, après 10 matchs. Là, on en parlait à l'instant. Tiens, Tom, ton petit top 3, pardon, les joueuses un peu de coup de cœur, celles sur lesquelles tu as vraiment flashé, sachant qu'on le répète encore une fois, on découvre un petit peu la WNBA, donc c'est vrai qu'on a un peu des yeux d'enfant, tu vois, et on n'est pas encore bercé comme en NBA par l'habitude, tu vois, des saisons qui s'enchaînent. Là, on découvre plein de noms, plein de talents, et tes 3 joueuses, Tom, on est curieux de savoir un petit peu quelles sont-elles. Allez, moi, je vais pas forcément vous surprendre parce que c'est des joueuses dont je parle pas mal depuis le début de saison, mais je prends toujours autant de plaisir à les suivre et à les voir jouer parce que vraiment, au-delà du coup de cœur, je sens vraiment toute comment dire, la bibliothèque de basket qu'elles ont entre leurs mains, le QI basket qui est assez phénoménal. Donc, on va commencer par Napheesa Collier. Qui fait un début de saison énorme avec Minnesota. 21 points de moyenne, 11 rebonds, 3 passes sur les 8 premiers matchs joués avec des pourcentages qui sont assez bons. Moi, j'en ai déjà parlé de Napheesa. Elle a des mains en or. Elle a une mobilité, que ce soit défensive ou offensive, qui m'impressionne. Et puis vraiment, c'est du beau basket. C'est du beau basket. Les résultats suivent avec Minnesota. Donc voilà. Je mettrais Napheesa en 1. En 2, on en a déjà parlé en début de pod, mais gros big up à Alyssa Thomas, qui m'impressionne sur le côté all-around. Sur le début de saison, bon, 9 matchs joués, mais 13 points de moyenne, 9 rebonds, pratiquement 9 passes. C'est-à-dire qu'elle est surtout, et moi, si je devais faire une comparaison, alors, encore une fois, il faut tempérer les comparaisons avec la NBA, mais j'aime beaucoup voir ces grandes joueuses pivots qui peuvent être un petit peu partout, qui peuvent organiser le jeu et qui défendent très bien et attaquent très bien. Donc c'est aussi un bon gros coup de cœur. Et puis, bien évidemment, je vais vous étonner, mais je veux quand même parler de Sabrina encore une fois. 10 matchs joués, un début de saison un peu compliqué, avec des pourcentages qui sont en hausse par rapport au début de saison. Elle tourne à 18 points, 4 rebonds et 5 passes. À 42% au shoot et 34% en 3 points, sachant que son début de saison tournait plus autour de 27-29% à 3 points. New York a compris qu'il fallait beaucoup plus lui donner la balle et lui permettre d'organiser le jeu. Ça fonctionne beaucoup mieux. Donc voilà pour mon petit top 3. Elliot, je te laisse parler du tien. Ouais, puis moi, je vais finalement te rejoindre sur ma première joueuse, c'est Kayla McBride, et donc en lien avec Napheesa Collier, les 2 joueuses du Lynx, qui sont d'ailleurs les 2 joueuses de Fenerbahçe, qui ont été championnes d'Europe au mois de mai dernier. Et Kayla McBride, elle tourne tout simplement à 49,1% à 3 points et à 16 points de moyenne. C'est une shooteuse hors pair. On l'a vu sur un match qui nous a impressionné. Elle a fait un match presque parfait à 6 sur 7 derrière l'arc pour 31 points contre le Dream d'Atlanta. Et puis, je vais enchaîner, je vais pas passer beaucoup de temps. Kate Martin, la rookie des Aces, qui était venue à la draft plutôt pour soutenir Caitlin Clark, sa coéquipière, et qui finalement a été choisie par le management du Nevada. Et Kate Martin, d'ailleurs, c'est son anniversaire aujourd'hui. On peut lui souhaiter un joyeux anniversaire. Tout à fait. Et qui donc joue pas énormément, enfin autour d'une 15-20 de minutes, mais qui est missionné pour des missions, enfin pour la défense sur les meilleurs scores adverses, et puis se mettre dans le corner et rentrer des tirs à 3 points, ce qu'elle fait bien sur le début de saison. Et enfin, juste un petit point sur Breanna Stewart, qui a un début de saison plutôt compliqué, avec une adresse à 3 points qui est assez, qui est à 20%. C'est pas exceptionnel compte tenu de la qualité de la joueuse. Mais je pense qu'elle va juste retrouver son rythme tranquillement. Elle nous a sorti 33 points cette nuit avec un beau duo avec Sabrina Ionescu dans la victoire de New York face à Chicago. Bon, voilà, le petit top 3, on pourra refaire ça d'ici quelques semaines, pourquoi pas, avec les évolutions au fil de la saison régulière. Avant d'enchaîner, on voulait faire un
un petit point sur la quadragénaire de la WNBA, en tout cas la joueuse qui a 42 ans dans quelques jours, dans 6 jours, si je ne m'abuse. Alors, Exactement. c'est pas bien de parler de l'âge, encore moins des femmes. Elle nous excusera et vous nous excuserez par avance, mais on va faire un petit focus parce qu'on va en parler positivement de Diana Taurasi. Tom, Bien sûr. on te laisse un petit peu la main sur la joueuse de Phoenix. Ouais, bah écoutez, Diana Taurasi, il faut rendre hommage aux légendes. Et puis, c'est une légende du jeu, c'est une légende du basket. 20e saison WNBA, 42 ans dans 6 jours. Diana Taurasi enchaîne encore avec une saison, franchement, honnêtement, statistiquement, c'est fort. Alors, il faut pas lui demander de défendre, Diana. On sent que physiquement, c'est plus forcément possible. Et l'âge, à un moment donné, fait que. Mais par contre, offensivement, quand il s'agit de marquer des points, elle est toujours la même joueuse. C'est-à-dire qu'elle tourne à pratiquement 17 points de moyenne, à 38% à 3 points. Elle nous a sorti un match énorme contre Vegas dimanche soir en inscrivant 31 points, 2 rebonds et en faisant 2 interceptions contre une faible équipe du Sparks, on est d'accord. Mais Phoenix galérait un petit peu ces derniers temps pour prendre des matchs et a pu se reposer sur Diana pour le prendre. Donc non, il faut rendre hommage à ces légendes, profiter, c'est peut-être sa dernière saison WNBA. Donc tant que vous pouvez suivre Diana, n'hésitez pas à la suivre, quoi. Ouais, c'est clair. On espère que. Normalement, elle n'a pas annoncé que c'est sa dernière saison. On verra. Il y a peut-être des chances que ça s'arrête, mais on pourra peut-être profiter d'elle l'année prochaine. Puis ouais, c'est vraiment avec Sue Bird les deux plus grandes de ce sport, je pense. C'est la seule joueuse avec 10 000 points inscrits dans l'histoire de la WNBA. Et puis, capable de prendre des coups de chaud comme elle pouvait prendre il y a 10-15 ans. Et puis, cette saison, ça va être compliqué avec Phoenix. Et puis, on sait que Phoenix est beaucoup dépendant de l'adresse extérieure avec le plan de jeu du nouveau coach. Mais avec Kalea Cooper, si les deux sont en feu, c'est tout simplement injouable. Ça n'était pas le cas hier soir parce qu'il nous a sorti un malheureux 0 sur 6 à 3 points, Taurasi, mais elle est vraiment capable de tout. Ouais, quelques autres stats pour montrer vraiment la carrière incroyable de la joueuse de Phoenix. Donc 14 fois dans une All WNBA Team, 10 fois All-Star, plus de 500 matchs dans la ligue. Tu l'as dit, 10 000 points marqués, c'est la seule, c'est la meilleure marqueuse de l'histoire. Bon, bref, vous retrouverez pléthore de chiffres et de statistiques autour de sa carrière. Et comme tu l'as dit, c'est vrai que la saison de Phoenix, elle se joue sur un fil. Déjà avec la blessure dès le début de saison de Brittney Griner, Ouais. ça a tout de suite un peu coincé, tiqué. Le bilan, pour l'instant, il est à 4 victoires, 6 défaites. On va voir qu'est-ce qu'on peut attendre de Phoenix. Donc, mais comme dit Tom, c'est vrai qu'il faut profiter, même dans le sport en général, quand on a des joueurs, des joueuses, des athlètes de haut niveau, où on sait qu'on est plus sur le crépuscule de carrière que sur le début. Il faut profiter de chaque match et de tout ce qu'elles peuvent nous montrer sur un parquet. Donc voilà pour le petit point autour de Taurasi. On va enchaîner, messieurs, parce que le programme est encore chargé, alors qu'on est déjà à peu près à 25 minutes de podcast, avec notre focus. Focus de la semaine, on n'est pas nécessairement sur une équipe, pas nécessairement sur une statistique ou sur l'actualité. Bon, là, on va être sur l'actualité, mais on est sur un point qui va être intéressant, et c'est un point là qui concerne vraiment les matchs actuellement en WNBA. Elliot, c'est autour de la Commissioner Cup. Alors, c'est vrai que on n'est pas nécessairement au fait de ce qu'est cette Commissioner Cup quand on découvre la WNBA, ou quand on la regarde d'un œil un peu lointain. Mais du coup, tu vas nous expliquer un petit peu en quoi ça consiste tout ça. Ouais, c'est ça. Pour ceux qui sont familiers avec la NBA, on retrouve le principe du In-Season Tournament qui a fait son apparition en NBA cette année et qui s'est un petit peu inspiré de la Commissioner's Cup. Donc, c'est un tournoi de mi-saison que la WNBA a lancé il y a déjà 3 ans. Enfin, là, c'est la quatrième année. Et donc, ça désigne des matchs de saison régulière qui comptent comme des matchs de la Commissioner's Cup. Et puis, cette année, donc, chaque équipe jouera 5 matchs de la Commissioner's Cup, et tous les matchs qui ont été disputés depuis le 1er juin et jusqu'au 13 sont des matchs de qualification pour cette Cup. Et tous les matchs font partie quand même,
comme en NBA, du calendrier et compte dans le bilan victoire-défaite des équipes pour la saison normale. Et puis, donc l'équipe avec le pourcentage de victoires le plus élevé dans chaque conférence s'affronteront pour la grande finale le mardi 25 juin, que nous suivrons bien sûr ensemble. C'est ça. Donc oui, voilà, c'est vraiment une coupe intégrée dans la saison régulière, avec donc voilà, ces matchs qui comptent pour le bilan final. Donc c'est jusqu'au 13 juin, c'est Ouais, ça, hein? Ouais, absolument. c'est ça, avec, les équipes qui joueront à chaque fois, 5 matchs et donc Elliot, à la fin, parce que donc comme tu l'as dit, il y a le ratio victoire-défaite, il y a la finale entre le meilleur bilan à l'Est et le meilleur bilan à l'Ouest au sein de cette Commissioner Cup, mais à Absolument. l'issue de cette finale, il y a quand même, une récompense où il y a un gain, indirect pour l'équipe, victorieuse. Absolument. Donc normalement, il y a une cagnotte de 500 000 ce qui est assez énorme pour l'équipe qui remportera la finale. Et puis en plus de ça, chaque joueuse obtiendra un bonus de 5 000 en crypto-monnaie avec le nouveau sponsor Coinbase, puisque ça s'appelle la Coinbase Commissioners Cup. Je ne l'ai pas dit à chaque fois parce que sinon ça fait très, très long. Mais donc c'est axé sur le business de la crypto-monnaie. Et puis pourquoi pas, j'ai envie de dire. Oui, voilà. Donc, bon, après, les 5 000 pour les joueuses, bon, on leur laissera ça bien volontiers, évidemment. Mais c'est vraiment l'aspect des 500 000 pour l'équipe victorieuse, mais élément fondamental. Et Mmh. Tom, on peut en discuter. Ces 500 000 là ne sont pas dans les caisses de l'équipe ou ne vont pas dans les poches des joueuses. C'est pour une asso caritative. Et la nuance par rapport au In-Season Tournament NBA est quand même fondamentale sur ce point-là. Ouais, non, c'est clair. Et puis c'est bien parce que chaque équipe, du coup, a une association et reverse les fonds pour l'association. Donc ça donne aussi un petit peu d'attrait supplémentaire pour la WNBA. Ça montre l'impact que ces joueuses peuvent avoir dans la société parce qu'on parle énormément de l'impact des sportifs globalement dans la société, notamment aux États-Unis. Et c'est bien aussi que les joueuses puissent mettre ça en avant. De montrer qu'elles peuvent participer à la vie active, à la solidarité de leur commune. Donc en participant comme ça, autour d'un sport, en amenant potentiellement une belle enveloppe, parce que 500 000 pour une association, c'est quand même une somme qui est énorme. Donc non, c'est limite beaucoup plus intéressant de ce concept. Moi, personnellement, je préfère ce concept-là Mmh. au concept du In-Season Tournament qui, c'est super, ok, pourquoi pas, on en reparlera à côté NBA, mais le fait comme ça d'impliquer les joueuses dans un aspect social, je trouve ça encore plus intéressant. Ouais, Elliot, je pense que tu partages cet avis-là également, non? Ouais, puis comme c'est des associations à but non lucratif, ça permet de vraiment d'apporter un soutien. Puis aussi, on sait que les joueuses sont très impliquées sur le côté justice sociale, etc. Des combats qu'elles mènent dans enfin, dès qu'elles peuvent, avec soit sur toute forme de discrimination, etc. Mmh. Et donc, soutenir ces causes, c'est une belle initiative de la part de la WNBA. Non, tout à fait, faut mettre en avant cette belle initiative de la part de la WNBA. Je pense que la ligue masculine devrait également prendre exemple. Mmh. C'est vrai que, bon, l'argent distribué aux joueurs, surtout en NBA, ils en gagnent déjà suffisamment. Quand on voit, les salaires, des joueuses de WNBA, il y a absolument rien à C'est voir clair. avec les salaires des joueurs NBA. Après, il y a pas que dans le basket que la différence de salaire entre les hommes et les femmes est différente, mais là, en plus, il y a vraiment ce côté, voilà, on va jouer pour une asso caritative et l'argent, on va la distribuer à cette association-là sur les enjeux de société. Vous en avez très bien parlé, les gars, donc j'ai pas nécessairement grand-chose de plus à dire à part saluer, souligner cette très belle chose que met en place la WNBA. Donc on rappelle les matchs du 1er au 13 juin et une finale le 25 juin entre les deux meilleurs bilans, un à l'Est et un à l'Ouest. Exactement. Voilà pour le petit focus autour de cette Commissioner Cup qu'on va continuer à suivre évidemment toute la semaine sur les antennes de The Free Agent. Allez, on continue les gars. Bah tiens, vu qu'on est sur la suite de la semaine, le déroulé, on va peut-être parler des affiches, si ça vous va. On a pris 4 affiches, si je ne dis pas de bêtises les gars. On va commencer avec toi Tom. Exact. On peut faire comme d'hab, on déroule dans l'ordre chronologique pour que les auditeurs, auditrices puissent prendre un peu des notes s'il y a des matchs qui les intéressent, des affiches plus particulièrement que d'autres.
C'est ça, et ben écoutez, dans l'ordre chronologique, on va commencer par 2 affiches dans la nuit de vendredi à samedi, qui seront à suivre entre la première Indiana et Washington. Donc une affiche plutôt du bas de tableau, le Lusico comme on appelle. Mais ce sera forcément intéressant de suivre cette affiche pour l'aspect purement tanking et draft de l'année prochaine. On le rappelle, les 2 équipes ont entre guillemets intérêt à perdre. Donc on pourra suivre ça de près, et puis c'est toujours agréable de voir Caitlin Clark sur les parquets. Et la même nuit, on a aussi Seattle-Vegas. La belle dynamique du Storm, je pense que Elliot pourra revenir un petit peu dessus pour la confrontation suivante. Mais oui, on n'a pas énormément parlé de Seattle sur ce début de saison. Mais Seattle fait du bon boulot, se maintient plutôt en haut du classement. Un bilan de 6 victoires et 3 défaites en pointant à la 4e position du classement global juste derrière Minnesota. Donc intéressant à suivre. Et puis, moi, juste un petit coup de cœur avant de vous laisser sur la suite, sur cette énorme affiche du samedi à 19h à suivre sur beIN Sport. Ce gros New York Connecticut, moi je me lance, les gars, hein, je vous le dis tout de suite, je pense que c'est la première défaite du Sun cette année, avec un match à plus de 25 points pour Sabrina. Vous l'aurez entendu ici en premier. Bon, attends, donc c'est noté, vous prenez bien tout ça. C'est ton compte Twitter, Tom, s'il te plaît, pour te mettre des petits tags. Ouais, venez discuter avec moi sur Twitter, sur Coast to Coast, on va bien s'amuser. Voilà, donc n'hésitez pas, vous pouvez le taguer en notre nom, ce sera avec plaisir pour cette vraie affiche. Hein. Pour le coup, samedi 19h sur beIN Sport, tu as bien fait d'en parler, Tom. Elliot, donc sur Seattle, il y a donc le premier match, on en a parlé, il y a une deuxième affiche pour cette équipe du Storm. C'est l'occasion pour nous de parler un petit peu de cette équipe, de ce nom mythique, hein, Seattle dans le basket, c'est quelque chose. Absolument, perché en haut, dans l'État de Washington, tout à l'ouest, nord-ouest des États-Unis, et qui vont se déplacer à Minnesota, donc ça va rester dans le nord, dans la nuit de dimanche à lundi à 1h du matin. Et puis, ouais, Seattle qui est donc pour l'instant 5e et qui, pourrait espérer, être, entre guillemets «le meilleur du reste» avec peut-être 4 équipes, intouchables, au-dessus, et qui pourrait éventuellement, viser cette 5e place, pour, les playoffs. Et Seattle qui a réussi à faire venir 2 stars, à l'intersaison, Skylar Diggins-Smith en provenance de Phoenix et Nneka Ogwumike en provenance de Los Angeles. Et il y avait déjà Joel Lloyd, bien sûr, que l'on connaît. Et donc ça nous fait un joli Big Three. Puis même aussi, on a vu dans la nuit d'hier la prolongation d'Ezzy McBegor, avec donc c'est plutôt un profil défensif et qui connaît un début de saison assez exceptionnel. Elle est en tête de la ligue pour les contres avec 24 et les contres par match avec 3 contres de moyenne. Et puis elle apporte aussi au scoring avec 14,4 points et même au rebond, 8,7 rebonds par match. Et donc elles vont aller défier les Lynx de Kayla McBride et Nafisa Collier. Affiche intéressante puisque les 2 équipes ne sont pas si loin au classement et pourraient peut-être, une victoire du Storm pourrait les rapprocher de la 4e place. Mais ouais, il y a des vraies ambitions du côté de Seattle. Pourquoi pas même un avantage du terrain On sait jamais. dès les playoffs, c'est tout à fait envisageable. Après, on sait qu'il y a des grosses écuries en face aussi, mais pourquoi pas avec le Big Three dont tu as très bien parlé, tu as quand même des armes immédiates. Tout de suite, Absolument. offensivement, c'est très costaud. Dans une équipe où il y a eu donc pas mal de changements dans l'intersaison, tu as parlé des 2 joueuses qui étaient arrivées là. Et voilà, il a fallu un petit peu de temps pour se structurer, pour apprendre à développer quelques automatismes, mais on Tout sent à fait. que là, ça semble de plus en plus intéressant. C'est une équipe qui est top 5 en termes de points marqués, là, top 5 attaque de la ligue, top 3 au rebond. Donc, ça reste des éléments intéressants. Et de toute façon, à partir du moment où tu as des joueuses qui marquent facilement des paniers et qui te permettent d'avoir un haut scoring, bon, en général, tu peux généralement gagner pas mal de matchs. Donc, cette équipe du Seattle à suivre. Et donc, vous avez 2 occasions pour la suivre. Donc, on rappelle le match à Vegas dans la nuit de vendredi à samedi et dans la nuit de dimanche à lundi, le match à Minnesota. Donc, 2 déplacements du côté Ouais. du Storm. Et puis le premier match entre Seattle et Minnesota, on avait eu une double prolongation
puis c'était très tendu avec Joe Willock qui était sorti pour 5 fautes et Nafisa Collier qui avait inscrit un panier et Kayla McBride aussi à 3 points pour remporter un match qui était palpitant. Bon, voilà, donc encore de belles affiches pour votre fin de semaine, pour votre week-end, là, pour pouvoir regarder un peu de WNBA. Si vous avez un petit peu plus de temps, évidemment, le samedi, le dimanche, vous avez le WNBA League Pass, on le rappelle chaque semaine, hein, qui est vraiment pas très cher, il est à 40 €, quelque chose comme ça, qui vous permet d'avoir les résumés des matchs et les matchs en intégralité disponibles 24 heures sur 24. On va terminer, les gars, avec la petite info en plus pour clôturer le podcast avec toi, Elliot, pour ta première. On te laisse un petit peu la carte blanche autour de cette info autour de la WNBA. Exactement, c'est une info un petit peu off-season, puisque c'est une ligue lancée, ça s'appelle Unrivaled. C'est lancé par Nafisa Collier et Brenna Stewart, et c'est donc une ligue de basket 3-3 qui aura lieu en janvier 2025 pour la première saison inaugurale, et qui donc prévoit d'avoir lieu durant l'hiver, et ça permet aux joueuses américaines de rester aux États-Unis pendant que la WNBA ne joue pas, puisque c'est la saison de mai à septembre-octobre, et puis ensuite elles sont au repos sur la période NBA. Et puis donc les équipes joueront 2 matchs par semaine sur un terrain qui fait 2 tiers d'un terrain WNBA. Et puis, on peut imaginer des périodes de 6 ou 8 minutes en 4 quarts-temps. Et le principal aspect qui est intéressant à souligner, c'est que l'objectif, c'est d'offrir un salaire à 6 chiffres aux joueuses, ce qui est plutôt intéressant puisqu'on sait que souvent, les revenus des joueuses WNBA, c'est sur des partenariats ou en dehors des parquets. Et puis là, pouvoir être payé entre guillemets à jouer au basket et payer cher, ça peut être intéressant. Tom? Ah ouais. Ouais, complètement, complètement, hein. L'avantage, comme tu le dis, c'est qu'on sait que les revenus des joueuses est assez limité. La Commissioners Cup, les revenus de la Commissioners Cup sont prévus pour des associations. Donc c'est bien aussi que les joueuses puissent entre guillemets participer à d'autres événements pour gonfler un petit peu leurs revenus. On a vu de plus en plus de joueurs masculins et même d'autres sports prendre position pour l'égalité des salaires, que ce soit en WNBA ou plus globalement dans le sport, vraiment trouver une forme d'équité. Une forme d'équité dans le sport professionnel. Donc ce genre d'événement permet un petit peu de rehausser les salaires. Et puis, c'est toujours agréable de voir du 3-3. Hein. Le 3-3, je ne sais pas si vous regardez globalement, mais c'est un sport tellement différent du 5-5, beaucoup plus condensé, mais beaucoup plus intense physiquement, avec encore moins de fautes sifflées. Donc non, on suivra ça de très près aussi. Ouais, ça permet quand même aussi aux joueuses de pouvoir continuer à jouer une fois la saison WNBA terminée. Elle est tellement condensée, tellement raccourcie par rapport à même à d'autres ligues, LNBA ou même d'autres sports, que c'est vrai qu'on a des joueuses qui peuvent aller en Europe, qui peuvent aller jouer en Asie, en tout cas sur d'autres continents. Et là, il y a aussi cette possibilité pour elles de rester sur le territoire américain, donc d'être plus proche de leur famille, de ne pas avoir ce bouleversement d'environnement qui est aussi à prendre en compte dans le cadre de vie de ces athlètes, hein, parce que comme nous, je pense qu'on n'est pas très nombreux à aimer tous les 6 mois partir à l'autre bout du monde, revenir, partir, revenir, quand on a la possibilité de le faire aussi. Exactement. Donc voilà, c'était à souligner. T'en as fait un article, Elliot, hein, donc vous pouvez retrouver les infos sur le site et l'application The Free Agent. Donc tu peux juste nous redonner le nom, s'il te plaît? Unrivaled. Voilà, la basket 3-3 à la sauce WNBA. Voilà, comme ça, vous pouvez retrouver toutes les infos sur le site et l'application si vous voulez en savoir un petit peu plus. On a fait le tour, messieurs, de cette nouvelle semaine de WNBA qui était quand même bien chargée. On n'a pas tout abordé. Il y a des points, on reviendra peut-être dessus un petit peu plus tard, dans peut-être la semaine prochaine, tout ça. Mais c'est vrai qu'il fallait balayer pas mal de choses. On a essayé d'être le plus clair et le plus concis possible, mais en vous donnant des chiffres et des éléments pour que vous puissiez suivre au mieux les jours à venir. En tout cas, Elliot, j'espère que cette première, ça a été. En tout cas, pour nous, c'était un plaisir. En tout cas. Plaisir partagé, merci beaucoup. Je dis nous, je parle pour moi, mais je pense que Tom, tu rejoins.
Je valide. C'est toujours un grand plaisir de parler basket et WNBA avec vous. Petite dernière info pour les gens qui avaient pu nous suivre la semaine dernière. On relance un space aujourd'hui à 19h avec potentiellement Chris s'il est là et surtout les comptes WNBA FR. Donc n'hésitez pas à venir passer une petite tête et discuter WNBA avec nous. Bon, je passerai peut-être honnêtement pendant que je préparerai le barbecue. Voilà, je vous dis le truc comme ça, mais il fait tellement beau chez moi en Bretagne pour une fois qu'on va peut-être en profiter. Donc on verra, tu vois, entre les braises et tout ça, on passera peut-être une petite tête, on verra bien. Mais en tout cas, au-delà de tout ça, allez-y. Le premier épisode la semaine dernière était vraiment sympa. Ça a parlé quand même technique, ça a parlé, mais d'un point de vue abordable. Donc même si vous n'y connaissez pas grand-chose ou si vous voulez juste donner votre avis sur une joueuse, sur une équipe, c'est l'occasion de parler avec des gens qui connaissent vraiment parfaitement leur franchise et qui peuvent vous donner des éléments. Et il n'y a aucun jugement de toute façon dans tout ce qui est dit. Donc allez-y, n'hésitez pas, ne soyez pas timide. Tom vous accueille toujours avec un grand plaisir en chef d'orchestre qu'il est de son petit space du mercredi soir. En tout cas, voilà pour notre épisode. On se retrouve la semaine prochaine, les gars. Je vous attends pour un nouveau rendez-vous N1 autour de la WNBA. Donc, ce sera mercredi prochain, évidemment, avec vous deux, messieurs. Vous aurez aussi du podcast NBA. Vous avez les previews des finales NBA. Tom, tu étais de la partie avec Yannick. On a fait une bonne heure autour de la preview Boston-Dallas. On s'est posé la question de Jason Tatum. Qu'est-ce qu'on allait pouvoir penser de Tatum à l'issue de ces finales? On n'est absolument pas d'accord, Tom, moi et Yannick. Donc, si vous voulez nous entendre nous battre, toujours dans le respect, mais en tout cas, exposer nos avis, c'est dans le podcast NBA que vous retrouvez juste à la suite, en tout cas, de ce podcast WNBA, toujours sous le nom N1, bien évidemment. Bonne journée à vous, bonne semaine. Profitez bien des matchs de basket NBA et WNBA. On se retrouve très vite. N'oubliez pas les articles sur le site internet et l'application. Bonne journée à vous. Ciao.